Tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie, Monsieur Boutin, président de la Société d'Histoire. Je remercie aussi toute l'équipe des archives, sans qui ce travail n'aurait pas pu être l'objet d'une conférence, puisque les documents dont on va parler reposent sur un fonds des archives départementales, essentiellement le fonds Roger Fortuné. Alors, les salons d'hivernage en Guadeloupe, 1946-1962, près de 20 ans. Le premier est inauguré le 28 septembre 1946 au palais d'Aliture, donc le palais du conseil général, du conseil départemental, pardon, sous le haut patronage du docteur Pita, président du conseil général de l'époque et maire de Bastia. Le salon d'hivernage est un événement public issu des initiatives de bonne volonté, comprenant des membres d'associations sportives et culturelles. Il va mettre à l'honneur un certain nombre d'œuvres d'art, de peintures, de travaux exécutés par des artistes et amateurs antillais. Il y a une volonté de faire émerger et de redonner de la valeur à la production artistique locale et de développer une éducation artistique. Cette manifestation, excusez-moi, M. Boutin m'avait prévenu, est le fruit d'initiatives portées par des membres fondateurs, dont les plus connus sont à l'époque Renaissance de Saint-Claude et la Revue Guadeloupéenne. De 1959 à 1962 émerge une volonté d'information et de formation de la population. Ce désir est porté par des acteurs culturels que nous allons découvrir, qui ont œuvré pour la construction de l'île. Et à partir de 1959, ce sera l'association Art et Folklore qui en garantit la pérennité en installant l'événement non plus à Basse-Terre, mais à Pointe-à-Pitre, à l'école des garçons. Le salon d'hivernage, c'est près d'une vingtaine d'années. Il représente un événement incontournable de l'île. La problématique que j'ai tenté d'aborder dans cette conférence, elles sont au nombre de 2. C'est à quel dessein cet événement s'est-il développé dans l'île et dans quelle mesure a-t-il joué un rôle capital dans l'émergence d'une identité guadeloupéenne. Vous avez sous les yeux l'affiche de l'époque du salon. Mais plusieurs questions se sont posées. Dans quelles circonstances ce salon est-il né? Quel était son rôle et sa vocation? Par qui était-il coordonné? Quel était l'objet? Quels objets y trouvait-on? Vous avez sans doute vu lors de l'affiche de la conférence qu'une photo était portée. Nous avons tenu à la mettre à l'honneur puisqu'elle contextualisait vraiment cet événement au palais du Conseil général. Donc les salons sont au nombre de 7. Ils comptent à chaque année une cinquantaine d'exposants. Ce ne sont pas que des artistes. Les salons ont connu une évolution progressive parce qu'au départ, nous parlons de choses de l'art. En 1946 et 1947, il y a un temps que moi j'appelle le temps du balbutiement, de l'éveil, du réveil même artistique par les organisateurs. À partir de 1947, il y aura vraiment une ouverture sur la Caraïbe. Et de 1959-1962, il y aura un sursaut, un processus de rupture avec ce qu'on appelle le bel art européen, une expression de plus en plus proche de l'âme de la Guadeloupe. Pas dans sa représentation propre, dans sa symbolique, mais plutôt dans la touche des artistes. La touche sera plus expressive. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc, ce que je défends, c'est qu'il y a une évolution progressive qui va flirter avec la révolution, sans être véritablement une révolution, contrairement à la Martinique de l'époque, avec justement qui trouve une rupture, une fracture esthétique à partir de 1900, dans ces années 1940. Donc j'ai tenté de vous faire une petite frise pour pouvoir vous donner des dates sur les salons où ils étaient. Donc le premier salon se situe, donc il date de
1946, du 28 septembre au 3 octobre. Il porte son nom d'hivernage parce que, comme vous le remarquez sur ma frise chronologique, il se déroule toujours sur la période de l'hivernage, à l'exception du tout dernier, il va naître le 26 décembre. Je me suis posé dans une première partie, j'ai voulu vous mettre à l'honneur vraiment les prémices du salon, puisque s'il prend naissance en 1946, il faut quand même 2 ans pour qu'il puisse rejaillir. C'est les groupes, donc les membres des associations Renaissance et Revue Guadeloupéenne qui vont être impliqués. Et notamment, alors là, vous avez des photographies qui sont extraites du fonds Roger Fortuné. Et justement, on voit quelques-uns de ces groupes. Je n'arrive pas tous à les identifier. Je serais intéressée par si quelqu'un les connaît et me permet de les identifier. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Roger Fortuné a beaucoup œuvré pour 2 choses. Déjà, Roger Fortuné, il naît en 1913 en Indochine. Il est étudiant en licence de droit à Paris. Et là, il réside à la cité universitaire. Il va fréquenter le couple Césaire. Il va fréquenter aussi Léopold Sédar Senghor. En 1944, Fortuné écrit à son ami Césaire. Il regrette qu'en Guadeloupe, il n'arrive pas à trouver la revue Tropique et il attend de lui qu'elle lui envoie la collection. Malheureusement, ça ne se fera pas, puisque dans le fonds Roger Fortuné, nous n'avons pas d'exemplaire de Tropique. C'est comme ça que je le conclus. Pourtant, dans sa lettre, il fait le constat que la Guadeloupe n'entretient pas assez de relations avec les autres Antilles. Pour lui, le milieu antillais est seul le mouvement de masse bien encadré et guidé par des durs à cuire. Les durs à cuire, c'est le couple Césaire, ont de la chance d'aboutir. Pour lui, l'assimilation à outrance à laquelle nous avons été soumis nous fait oublier jusqu'à nos origines. De 1944 et 1945, il faut savoir que les chefs de file de Renaissance sont Rémy Nessouta et Roger Fortuné. En 1945, il écrit une autre lettre à Aimé Césaire où il lui lance un nouvel appel. Il est désireux d'avoir des ferments extérieurs pour donner l'impulsion nécessaire à son démarrage. Le démarrage de quoi? Un mouvement culturel. Veux-tu, lui dit-il, essayer de la réveiller de sa torpeur, notre belle Guadeloupe? Je m'offre avec mes camarades du groupe Renaissance de Saint-Claude pour te servir de poste récepteur et d'amplificateur. Envoie-nous un papier où tu nous traceras la voie dans laquelle il faut travailler. Tu nous feras toucher du doigt le drame antillais, le drame de l'inquiétude, le drame de la transplantation et du déracinement. Une voix autorisée comme la tienne aura forcément des échos. Donc là, vous avez sous les yeux la lettre qui est dans le fonds Roger Fortuné. Et c'est la lettre de 1945. Il y a un autre acteur majeur avant justement l'éclosion de ce salon d'hivernage. C'est Ernest Taponnier qui amène avec lui la touche moderne. Ernest Taponnier est décrit par ses contemporains comme un des acteurs majeurs de la création de la revue guadeloupéenne. En juin dernier, il écrit « Quelques jeunes Saint-Claudiens, dont toujours le groupe Renaissance, se sont découverts, en plus d'une vocation sportive, une réserve d'aspiration littéraire et artistique. Ils ont alors décidé de mettre en commun leurs efforts pour faire renaître en Guadeloupe ce goût si local et si français pour les beaux-arts et les belles lettres. Emporté par cette généreuse défense, j'avais émis l'idée que la Société Renaissance se devait de consacrer une de ses réunions mensuelles à une controverse générale sur la peinture moderne. Il faut savoir qu'en 1945, Ernest Taponnier va passer de commune en commune pour faire une conférence qui s'appelle « Les 3 révolutions de la peinture moderne » et qui sera publiée dans l'un des premiers numéros de la revue guadeloupéenne. Et il va sensibiliser le public. Donc, si avec Fortuné, il y a l'impulsion de Tropique et justement toutes ces années à fréquenter ces grands penseurs de la négritude, avec Taponnier, tout de suite, on entre dans ce qu'il appelle les controverses de la peinture moderne. Donc, il y a toute cette éclosion.
Donc, il faut savoir qu'Ernest Taponnier écrit aussi à Fortuné « Quelle riche perspective que de réanimer l'art antillais. Au fait, a-t-il jamais existé? Ce n'est pas une renaissance que vous tentez là, mais une naissance tout court. Je vous remercie de m'avoir appelé pour cet accouchement difficile. » Donc, depuis là, depuis en 1945, on est dans un accouchement difficile dans l'art. Ernest Taponnier n'est pas guadeloupéen, si ce n'est d'adoption. Il est né à Lyon. C'est un homme des arts et des lettres. Il est ingénieur supérieur d'électricité de Grenoble. Donc déjà, il n'a pas une formation à proprement parler artistique. Il est un artiste amateur, spécialiste du cubisme et du surréalisme. Il aime la peinture et la gravure, une stylisation de formes qu'il adapte au paysage et un équilibre des formes géométriques. Il veut exprimer par ce talent des sentiments. Il est présenté comme une des figures majeures de la revue guadeloupéenne, notamment parce qu'il a été, dès le projet de la création de cette revue, sollicité par Gavary, chef du service de l'information de Bastéen. Il en fera justement pratiquement tous les petits symboles que l'on voit et qui ont été gravés pour être reproduits par Roger Michel. La revue guadeloupéenne est une des premières étapes avant la création du salon, parce que dès lors que ce groupe se réunit, il y a une volonté de créer un enseignement mutuel où tous les sujets se discutent. La naissance de l'art antillais est liée au folklore. Et je vous ai cité deux exemples qui sont en lien direct avec Ernest Taponnier et Roger Fortuné, qui étaient fascinés par l'art de la calebasse gravée. Donc ici, nous avons deux dessins d'Ernest Taponnier. Et ici, nous avons l'exposition de 1946, où ce sont les calebasses gravées réalisées par Roger Fortuné. Donc c'est comme ça que nous entrons donc, dans ce qui sera vraiment les prémices. C'est un désir de formation, d'information, d'être formé par le biais de conférences, d'interventions, de commune en commune. Il y a une éclosion, une volonté de faire un mouvement culturel, un désir de développer le tourisme et une création d'un cercle artistique qui va amener tout doucement vers le salon d'hivernage de 1946. Il y a un espace d'enseignement mutuel où tous les sujets peuvent être abordés, car on a besoin de s'instruire dans tous les domaines, autant dans la revue que dans les salons. Le premier salon d'hivernage, il date donc de 1946. Il est créé par le groupe de bonne volonté. Le groupe de bonne volonté, c'est M. Azaël Massieu, qui est le président de l'Union sportive de Bastéen. C'est M. Bettino Lara, qui est le directeur de l'imprimerie. C'est M. Jean Caram, qui est président du Cygne Noir. M. et Mme Élie Figaro, membres de l'association Renaissance et Cygne Noir. Roger Fortuné, membre de Renaissance et de la revue guadeloupéenne. Et M. Gilles Sala, élève de l'École des arts appliqués de Fort-de-France. Le premier salon compte une cinquantaine d'exposants qui participent. Il y a environ 36 hommes et 14 femmes. Il y a différentes sections, peinture et dessin, sculpture, cuir et reliure, pyrogravure et mobilier, artisanat, couture et bijouterie, fleurs, parfumerie, construction navale, littérature et fêtes. Les fleurs sont très importants parce que autant nous avons une douzaine d'artistes, mais nous avons aussi une douzaine d'exposants pour les fleurs dans ce premier salon d'hivernage. Ils sont quasiment égalité en termes de chiffres. Le salon est conçu comme une œuvre, puisque, comme je n'ai pas mis la diapo, mais en fait, comme il y a différentes sections qui touchent quasiment tous les domaines, donc c'est ce qu'on appelle en art pour l'époque une œuvre totale, où finalement tout se discute et se dispute. Le développement du tourisme est un de ces enjeux parce qu'en fait, dans un des courriers, il semble vouloir, M. Fortuné et en tout cas le comité, représenter
en développant le tourisme, ils ont la volonté de faire un contrepoids économique permettant de s'opposer aux sociétés anonymes et à leurs propriétaires qui régissent l'île, dont les actions sont en inadéquation, relèvent-ils, des besoins réels de la population. Il faut un contrepoids économique. Et donc, leur idée était de développer le folklore et pour développer le tourisme. Cet éveil culturel s'accorde pour défendre des idées communes. Un document a été publié. C'est un document où je questionne sa nature. Est-il une proclamation ou est-il un manifeste? Parce qu'il faut savoir qu'on a un manifeste permet justement de véhiculer des intentions, une vocation à un élément. Nous sommes dans ce siècle où il y a beaucoup de manifestes, des surréalismes, de dada, aussi l'atelier 45 en Martinique. Donc ce document, finalement, ils disent, le comité dit que ce sont des petites graines qui porteront des fruits aussi succulents que ceux de la tonnelle du siège social du comité. Cette proclamation est signée par tous les membres le 5 septembre 1946. C'est une déclaration sur les intentions, les motivations, l'orientation et l'opinion. Un manifeste est un acte de légitimation d'un groupe, une intervention dans la sphère publique, mais surtout de nouvelles positions dans l'espace des possibles. Cette déclaration est un texte très clair qui stipule les enjeux. Ils veulent des contributions originales, la représentation du tempérament antillais, l'expression de la technique et de la culture moderne, développer l'esprit d'invention, trouver l'aspiration dans les modèles et les matériaux de la Guadeloupe et une prise de conscience de la richesse du folklore. Mais il faut savoir que souvent en art, les manifestes se sont opposés à la politique. Dans le cadre du Salon de l'hivernage et dans cette déclaration, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de rejet de l'assimilation. Il y a une inscription simple de renouveau culturel dans la politique de l'île. Parce que, comme je l'ai montré précédemment, ils ne vont pas réussir à avoir des ferments extérieurs de la Martinique ou de la Caraïbe. Mais il leur faut au moins les ferments intérieurs. Et M. Azaël, va contacter M. le gouverneur de Nattes, donc le gouverneur de l'époque, et il va lui dire que le gouverneur accepte de venir à l'inauguration et lui fait une lettre de remerciement dans laquelle il dit que la manifestation a été bien augurée d'un renouveau culturel qui se dessine à la Guadeloupe depuis quelques mois, mais qu'une formule d'assimilation bien comprise ne manquera certainement pas de stimuler. Donc, clairement, dans cette lettre, on comprend qu'ils ne sont pas en inadéquation pour l'instant avec l'assimilation. Le pour l'instant est important. Donc, la visée du salon de l'hivernage, c'était de révéler le tempérament antillais éclairé par la culture moderne. Il représente véritablement une porte d'évasion, un départ dont la vocation du groupe qui le compose est d'orienter notre île vers une culture plus raffinée et quelque confort en exaltant nos possibilités locales. Donc je vous montre quelques exemples. Ça, c'est vraiment la vocation. Michel Lacrocille, après le salon de l'hivernage, fait un compte-rendu, puisqu'ils sont vraiment très, très bien organisés. Et elle notera dans ce compte-rendu 3 siècles de stagnation pendant lesquels nous avons été exploités par des puissantes sociétés anonymes au monopole hérité du pacte colonial et soucieuses de leur seul dividende. 3 siècles de marasme pendant lesquels nous nous sommes laissés mener béatement par une administration bureaucratique, par un rond de cuir, s'est-il jamais soucié d'évolution? 3 siècles d'attente pendant lesquels nous nous sommes laissés berner par une prétendue élite qui n'a d'autre supériorité que celle de son coffre-fort et qui prend soin de sa quiétude plus que de notre mieux-être. De ces années perdues, de ces années stériles, il ressort nettement un enseignement et un devoir, nous grouper et nous mettre à l'œuvre. Donc nous comprenons enfin le rôle qui s'était fixé pour le salon de l'hivernage. C'était de se regrouper pour pouvoir œuvrer ensemble pour se faire entendre.
Le salon d'hivernage a eu un bel écho dans la presse. Pratiquement tous les journaux de l'époque ont fait un petit article dessus. Cependant, si tout le monde salue l'initiative et espère qu'elle se poursuive, nous sommes en 1946, il y a quand même quelques points d'amélioration. Déjà pour Clarté, le journal catholique, il dira « Que de noms, mais que de noms !» Le salon d'hivernage a montré de jolies choses, mais finalement, il y avait trop de choses. Donc, il propose d'amorcer plusieurs petites expositions qui permettraient aux travaux d'art d'être davantage mis en valeur, plus aérés. Le bulletin des nouvelles, lui, recommande aux artistes. Alors, si Clarté, le message de Clarté était pour les organisateurs, celui du bulletin des nouvelles sera pour les artistes. Il leur conseille d'éviter les copies, puisque à l'époque, les artistes représentaient des œuvres d'art qu'ils présentaient finalement. Et donc, il leur dira dans l'article que l'original a toujours moins de saveur, a toujours plus de saveur que la copie. Donc, d'essayer de capter finalement la nature qui les entoure, plutôt que de reproduire les œuvres des grands maîtres. Il faut savoir, donc, comme le pari avait été lancé en 1946, il a été tenu. Et en 1947, un an plus tard, quasiment jour pour jour, du 3 au 5 octobre, au palais toujours du Conseil général, le deuxième salon d'hivernage se tient. Il réunit beaucoup plus d'artistes et d'artisans. Ce salon est plus structuré aussi. Il y a même 3 présidents d'honneur. Le gouverneur de Naples, le docteur Pita et M. Nerini, chef du service d'agriculture. Parce que M. Nerini, le service d'agriculture, va les sponsoriser cette année-là. Le président est M. Azaël Massieu, les vice-présidents, M. Fortuné et Mme Lienseul et Geneviève. Ils ont des secrétaires, un trésorier. Ils ont quasiment une architecture comme celle, soit d'une institution, soit celle d'une association. Mais ils ne sont pas encore déclarés. Ils sont encore réunis ensemble. Tous eux, voilà. Les points intéressants dans ce salon de 1947 sont doubles. Déjà, le salon possède son catalogue. Ils vont recenser et tout sera écrit et lisible, avec les œuvres et les artistes et les sections. Ensuite, il y a toujours plus d'une 50aine d'exposants, cette fois 19 peintres. Donc, la peinture a une primauté, contrairement au précédent où c'était vraiment une répartition quasiment homogène entre toutes les sections. Là, c'est plus de peintres. Le pari était lancé d'essayer d'exposer des artistes de la Caraïbe. Et il est tenu. Marie-Thérèse Langfou viendra et elle va présenter un plat de grandeur nature, les joueurs de tam-tam. Il y a un artiste très intéressant sur le site Aware sur Marie-Thérèse Langfou. Et il y a une autre artiste, elle est née à Makou en Russie, mais elle va s'installer après son mariage en Haïti. C'est Madame Bozon Tamara. Elle expose 4 tableaux. Je n'ai pas retrouvé encore ses œuvres de l'époque. Alors, voici le catalogue, un extrait en tout cas. Donc, ce salon d'hivernage donne une place privilégiée à l'art pictural. Les peintres, amateurs et artistes ont répondu favorablement à l'appel lancé en 1946. Leur nombre est très important, 19, un petit peu moins de la moitié. Mais selon M. Mével, qui rédige l'article qui se trouve dans la revue guadeloupéenne, ils sont encore trop accrochés au bel art. Ils doivent s'affranchir, s'arracher de l'imitation pour rendre sensible la qualité de leur peinture et leur lumière. Seule une œuvre va être marquante, c'est celle de l'abbé Triclot, qui pour lui, son paysage peint l'âme, en tout cas peint une âme. Il a une facture impeccable. J'ai retrouvé une œuvre de l'abbé Triclot qui est dans l'église de Terre-de-Haut. Et donc, on voit bien la mer scintiller, on voit bien sa touche est marquée. Alors, cette œuvre n'a pas été exposée
dans le salon de l'hivernage de 47, mais en tout cas, elle est contemporaine de ce qu'il pouvait faire en 1947. Donc, l'abbé Triclot, ou Charles Triclot, est né en Guadeloupe, à Terre-de-Haut. Il expose 19 toiles au deuxième salon d'hivernage et une planche de dessin qui représente les compagnons de captivité de l'artiste en Allemagne. Un des grands promoteurs de l'art, entre 1946 et 1947, c'est Gilles Salat. Pour Marie-Eugénie Bourgeois, qui est elle-même artiste et critique, elle note que Gilles Salat offre la possibilité, donc non seulement c'est un génial touche-à-tout, mais en plus, il offre la possibilité par son talent et sa démonstration de sa technique lors des deux salons aux jeunes d'aller suivre leur vocation et de fréquenter à leur tour l'école des arts appliqués de Fort-de-France. Car pour elles, pour acquérir une technique, car ils doivent acquérir finalement une technique sans laquelle les dons les plus éclatants ne pourront jamais pleinement s'épanouir. Gilles Salat, de son vrai nom Marie-Firmin Gilles Salat, est né le 25 septembre dans l'ancien Cameroun. C'est à l'âge de 2 ans qu'il vient en Guadeloupe avec ses parents. Il s'installe à Pointe-à-Pitre, où il passe toute son adolescence. Il vient d'une famille de musiciens. Il est très connu comme l'une des voix du folklore antillais. Il anime une émission de radio avant de poursuivre ses études en Martinique. Il quitte la Guadeloupe en 1947 pour continuer toujours dans cette voie artistique et il sera élève à l'École des arts décoratifs de Paris. Il est considéré comme un touche-à-tout. En effet, sa production, je vous montre très rapidement, je vais revenir après, sa production, voici la production qui est exposée de Gilles Salat. Il a tout un pan de mur et même le paravent dans le salon de 1946. Il fait des croquis au crayon, du fusain, du sépia, des aquarelles, des gouaches, des pastels, de la peinture à l'huile, du bois gravé, de la pyrogravure, des reliures, de la fabrication d'objets, notamment les paravents. C'est un artiste incontournable. C'est l'un des premiers artistes afrodescendants à exposer dans les salons, les premiers salons d'hivernage. Et surtout, il a deux volontés, faire connaître la beauté de la Guadeloupe et montrer à ses compatriotes le résultat de ses apprentissages. Donc nous pouvons observer un dessin de Gilles Salat. Ici, on voit bien le profil et le travail sur ce qu'on appelle la réserve en art. Donc tout le blanc, c'est le blanc du papier. Et ensuite, dans cette vitrine, nous pouvons observer la profusion d'objets fabriqués. Gilles Salat s'intéressait aussi à ce qu'on appelle des scènes de genre, où justement il voulait capter ces femmes en action dans les champs, sans pour autant donner cette touche figurative. Alors que juste à côté, vous avez un dessin à la craie noire, probablement, avec un réalisme époustouflant. Donc il avait l'art et la manière de manier différentes techniques et de passer d'un langage artistique à l'autre sans aucune difficulté. C'est très rare. Par contre, ça lui sera un petit peu reproché lors des salons d'hivernage parce que justement, M. Mével va lui dire qu'il faut qu'il choisisse une voie et qu'il y aille franchement. Donc, maintenant, je vais passer à mon troisième point. Et justement, après le colloque de 1958, que devient le salon d'hivernage? Donc déjà, il y en aura 4. Et je me demande, est-ce que ce n'est pas une révolution progressive ou une évolution progressive, un sursaut? C'est un véritable réseau de circulation d'artistes et d'amateurs. En 1946, comme je l'ai dit, c'est le temps du balbutiement. Entre 1950 et 62, il y a vraiment un cercle d'amateurs, de créateurs, de littéraires venant d'horizons différents. Il n'y a pas de rupture à partir de 1950. Enfin, entre 1946 et 1950, contrairement à la Martinique, où il y a déjà cette fracture esthétique, qui est proche de la Renaissance de Harlem. La posture de l'artiste engagé, elle est quasiment absente en Guadeloupe. Elle n'existe pas. Mais entre 1950 et 1958, les problèmes économiques et sociaux de la Guadeloupe reviennent. Ils commencent à se faire entendre dans la revue guadeloupéenne.
Et le colloque est organisé, le colloque sur l'assimilation est organisé. Les actes sont publiés dans la revue de 1959. À la deuxième page de ces actes, nous trouvons ce dessin de Gilles Salat qui est intitulé « Liberté, liberté chérie ». Donc, je me suis posé la question de savoir si cette gravure exprime l'art de cet Antillais ou de ces Antillais, son désir de rompre avec le silence, de ne plus se laisser écraser, brider par une politique qui l'afflige, par des conditions socio-économiques qui l'affligent. Le cri de l'homme qui s'exprime contre cette assimilation à outrance, rappelons ce que Fortuné avait dit et écrit à Césaire, une assimilation à outrance qui nous fait oublier jusqu'à nos origines. Donc ici, on a le cri d'un homme qui s'exprime contre cette assimilation, qui lui fait oublier ses origines. Il est désireux de se libérer. En 1959 et 1960 se déroulent le 4e et le 5e salon, l'arrêt marqué par ce frémissement, par un sursaut de liberté, une envie de se libérer, nous écrit Simone Cancelier, qui était, elle était le critique d'art de l'exposition d'Indigo de 1980. Donc bien 20 ans encore après, mais elle aura ce regard quand même sur, pour être le frémissement, le sursaut arrive dès le salon de l'hivernage. Et justement, avec les dessins de Salat qui sont envoyés depuis la France. Dans quelle mesure ces salons, les œuvres deviennent un témoignage expressif de l'âme guadeloupéenne dans cette période de désillusion de la mère patrie. Le 5e salon de l'hivernage. Alors, le 4e salon de l'hivernage ouvre le 20 septembre 1959. Il a deux tendances. Il apparaît d'abord comme une transcription d'une expressivité artistique. C'est un art qui jaillit à des milliers de kilomètres de tout cet enseignement systématique, doctrinal et académique. N'oublions pas qu'en Guadeloupe, il n'y a pas d'école d'art. Donc, c'est un art d'amateurs et d'artistes, de professionnels et de non-professionnels. L'art est inspiré, pour lui, par le seul amour des cieux, des eaux, des paysages, des gens, des choses de l'île. Il y a une grande variété d'interprétations, de traductions impénétrables, imprévues et combien évocatrices. L'âme qui évoque quoi? L'âme de la nature tropicale. Il y a aussi, par rapport à cette expressivité et cet amateurisme, il y a aussi une volonté de rendre sensible, qui est plus sensible au courant moderniste, dont les œuvres de Nedel et de Painters, dont la composition retient l'attention, offre une vision originale. Mais il faut attendre vraiment 1960 pour que s'exprime un très grand engouement pour la peinture. 1960, c'est le 5e salon. Le 5e salon, c'est 600 toiles qui sont exposées pour 40 exposants. C'est une exposition d'envergure. Certains artistes font preuve d'audace, dont Michel Marie, Boris Nedel, Freddy Rival, Casimir Létang. Mais certains aussi talents fascinent. Une palette éclatée de Samuel Adélaïde, des qualités de coloriste de l'artiste martiniquais Jean-Joseph Dumas, les toiles de Madame Ferrier, véritable témoignage de la vie agricole, les qualités des œuvres d'Yvan Gabali, Victor Galbin et la couleur flamboyante de Henri Ambrouja qui crée des paysages d'une grande sensibilité. Henri Ambrouja, né en juillet 1935 à Pointe-à-Pitre. Moi, je le classe parmi les artistes que j'appelle le cercle pointois. Ce ne sont pas des artistes professionnels. Ils ont un autre métier à côté. Mais par contre, ils habitent à Pointe-à-Pitre et ils se côtoient. Ils sont autodidactes. Henri Ambrouja peint dès son jeune âge. Il est spécialiste de la couleur. Il a toujours aimé la peinture. Il transforme tout ce qu'il entoure en couleur, suit son inspiration. C'est un passionné et ardent. Ces teintes sont à l'image de son caractère, puisque sa peinture exprime ses émotions, ses sentiments. Il veut retranscrire
sa sensibilité qu'il a face au paysage. Ils ne sont pas neutres en fait. Et aussi les conditions de vie dans l'île face à ce passé douloureux. Il participe à de nombreuses reprises dans les salons d'hivernage, mais aussi dans des expositions locales. Il fait partie des artistes guadeloupéens les plus cotés actuellement, M. Ambrouja. Voici 2 de ses œuvres. On ne le voit pas, mais le flamboyant, on a vraiment l'impression qu'on est face à cette œuvre. Pour la mer, on a l'impression que la mer ruisselle, les gouttes sont en train de venir vers nous. Et le flamboyant, les couleurs, les petites touches, on a l'impression vraiment que ce sont comme des petits boutons. Et c'est fascinant parce qu'on peut regarder ces touches. On voit qu'il a voulu retranscrire quelque chose. Après, la reproduction ne pourra jamais donner une image parfaite. C'est le problème, il faudrait regarder, faire tellement de photos et en très grande résolution. Ensuite, et c'est le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est que sur ces 20 ans, et lors des derniers salons, finalement, ça fait naître des vocations artistiques près de la jeunesse. Donc le pari qui s'était donné en 1946 d'éveiller la jeunesse, ils l'ont tenu parce qu'en 1963, un artiste né en Guadeloupe partira pour se former à l'École des Beaux-Arts. Donc du 26 décembre 1962 au 2 janvier 1963 s'est déroulé le 7e salon à Pointe-à-Pitre. Un catalogue nous renseigne sur l'événement. L'événement est organisé par Art et Folklore à l'École des garçons. L'exposition de peinture, gravure et sculpture nous présente 47 exposants nés en Guadeloupe. 11 sont des femmes, 27 sont des amateurs, 2 sont des autodidactes et 8 possèdent une formation. Les artistes, certains d'entre eux ont des formations de mérite, contrairement à 1946 où finalement nous avions que Gilles Sala qui était diplômé de l'École des Arts appliqués. Là, nous avons Claudius en 1962 qui est formé à l'Académie Tourlac à Paris et élève du peintre André Bréchet. Madame Durand qui est formée à l'École du Louvre. Monsieur Galtier qui vient de l'École nationale d'Aubuzon et de Mengonnet. Monsieur Nédel qui est étudiant à l'Université de Belgrade et de l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Monsieur Jacques-Marie Roux qui est étudiant des arts décoratifs. 10 participants sont nés en Guadeloupe et dont Henri Robert Juste, dit Rico Roberto. Alors, Rico Roberto, pour moi, et je le postule, est un des artistes chez qui va naître ce goût et cette vocation de l'art. Alors, c'est un artiste guadeloupéen né en 1946 à Pointe-à-Pitre. Dans le catalogue du 7e salon d'hivernage, il est présenté comme un habitant de Pointe-à-Pitre. Il est le 3e de sa fratrie. Ses parents sont très impliqués politiquement. Il ira au lycée Carnot, où il aura 2 professeurs qui vont beaucoup le marquer. Il a toujours eu un penchant pour la peinture. Il expose à 3 reprises au salon de l'hivernage. Il faut savoir que c'est véritablement M. Rico Roberto qui m'a expliqué le CERT.3. Parce qu'il m'expliquait qu'en fait, c'est M. Galpin, Victor Galpin, qui était un ami de son grand frère, qui l'a sensibilisé à la peinture. Et en fait, quand il allait voir Victor Galpin, il rencontrait Samuel Adélaïde, il rencontrait Henri Ambrouja. Et finalement, de ce petit monde qui n'est pas artiste de profession, mais artiste de prédilection, ils vont créer des vocations, dont Rico Roberto. Donc, après, en 1962-1963, il quitte la Guadeloupe pour suivre ses études aux Beaux-Arts de Paris. Ce qui est drôle, c'est que pour ma génération, entrer aux Beaux-Arts de Paris, c'est le pur bonheur. Mais Rico Roberto m'a dit que lui, il suffisait juste de faire une lettre, juste de demander, il est rentré. Alors que nous, on est sur liste d'attente. Mais en tout cas, il fréquentera la section peinture de Yves Brunière, pour qui la peinture n'est jamais là pour expliquer sa peinture. Le peintre n'est jamais là pour expliquer sa peinture. Elle lui échappe. Donc déjà là, son maître
Voilà, il disait que le peintre n'était pas obligé de tout expliquer, que la peinture avait sa propre vie. Et puis, après cette année, passée aux Beaux-Arts, de 62 à 63, il décide de partir au Sénégal, en 1964. Et là, après avoir eu un apprentissage avec des Africains, il explique qu'il a vraiment un renouvellement. C'est comme s'il avait balayé tout ce qu'il avait appris en peinture dans l'atelier de son professeur. Sa peinture désormais s'ancre dans la peinture symbolique avec une identité africaine qui puise son essence et sa substance avec cette terre nourricière. Il va commencer par justement explorer cette magnifique identité, cette magnifique symbolique, et ensuite il va s'intéresser un petit peu à la symbolique amérindienne et surtout à la symbolique caribéenne. Dans les années 60-80, s'opère véritablement une prise de conscience. Nous avons M. Rico Roberto, nous avons Michel Rovellas, nous avons Michel Ité, qui sont les premiers. Là, je vous renvoie aux travaux qui sont magnifiques de Stonkole West sur la reconfiguration de l'art, et justement où il explique bien ce parcours de Michel Rovellas. Mais il faut savoir que M. Rico Roberto va revenir en 1972-1973 en Guadeloupe, et il va organiser le tout dernier salon de l'hivernage à la Saré Minnesota. Il sera un des membres organisateurs. Malheureusement, pour l'instant, les archives n'ont pas encore été trouvées là-dessus. Mais c'est en cours. Ça va bien finir par ressurgir. Voici quelques œuvres de M. Rico Roberto qui ne sont pas des années où il a dessiné lors du salon d'hivernage. Il lui reste juste une œuvre qui a accroché, il m'a dit, chez sa sœur, et on est en train de voir comment je peux justement. Il y aurait aussi une œuvre qui serait au Crédit Agricole, qui date de cette période, mais qui a été décrochée, donc là aussi, il faut essayer de retrouver où elle est. Vous avez remarqué qu'il y a 600 toiles datant de 1960, toutes celles-là sont en train d'être recherchées pour un jour être mises à l'honneur. En tout cas, ce qu'il faut retenir des salons de l'hivernage, c'est que c'est un instant décisif pour la Guadeloupe. Dès 1946-1947, il y a une volonté de créer un mouvement culturel. Ce n'est qu'après 1958 et surtout 1959 que finalement l'assimilation est remise en question, cette assimilation à outrance dans l'art. Près de 600 œuvres. Il y aura une exposition d'envergure, le 7e salon d'hivernage. L'âme s'éveille, et finalement, elle s'éveille où? Dans l'art et la littérature. La touche devient plus expressive et la peinture fait naître véritablement une vocation. C'était leur pari sur ces 20 ans et ils l'ont tenu. Plusieurs talents ont développé des carrières artistiques sans faire l'effet de création de groupe. Il n'y a pas de groupe, le salon de l'hivernage. C'est vraiment des passages, même s'il y a toujours ce cercle d'artistes qui résident en Guadeloupe, mais il y aura toujours des croisements, ce va-et-vient, dont des artistes célèbres. Mais c'est surtout, je pense, un réseau d'amitié, parce qu'ils avaient pris comme point d'assise la volonté de se réunir, de former un groupe, on va dire, d'intellectuels pour œuvrer, pour construire la Guadeloupe. Et les groupes, en tout cas des différentes associations, se fréquentent, se côtoient et publient. Dans la revue guadeloupéenne, à chaque fois qu'il y a eu un salon d'hivernage, il y a eu un article qui le relate, et en fonction des différents responsables de ce point qui est l'art, il y aura une source et une ressource très importante. Les artistes et les amateurs y exposent. Des jeunes se sont intéressés. Dès 1946, Gilles Sala. Dès 1961, Rico Roberto, pour faire les beaux-arts ou les arts décoratifs. Dans quelle mesure les salons d'hivernage ont-ils œuvré et endossé un rôle capital dans l'émergence d'une identité guadeloupéenne largement questionnée dans la revue guadeloupéenne? Eh bien, il faut savoir que dès le départ, la revue guadeloupéenne, c'est le ferment, la pépinière, l'espoir
de ce mouvement culturel, du comité, des artistes et donc du salon d'hivernage. La revue guadeloupéenne demeure une garante car elle groupe et encourage les bonnes volontés. Elle porte à travers la mer des Caraïbes et jusqu'au-delà de l'Atlantique le nom de la Guadeloupe. Elle est une manifestation, une émanation, un symbole. La revue diffuse et renseigne les signes d'un sursaut de liberté voulu par l'art en Guadeloupe.